Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de la classique Grand Besançon, qui n'est pas une classique de la Coupe de France, classique qui a été diffusée sur la chaîne L'Équipe cet après-midi. Donc je l'ai regardé, j'ai regardé toute l'après-midi la chaîne L'Équipe, à partir de 13h, 13h15 on va dire. J'ai vu les 80 derniers kilomètres de cette classique Grand Besançon, les 85 précisément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Classique Grand Besançon, c'était la première fois que je regardais cette course, c'est la deuxième édition. L'année dernière, je crois que ça avait été diffusé sur Sport en France, et j'avais pas eu le temps de la voir. Là, de toute façon, j'étais pas parti pour faire le débrief de Classique Grand Besançon et le Tour du Jura. Peut-être que même demain, j'aurai pas le temps de faire le Tour du Jura. J'étais plutôt parti cette semaine pour faire le Tour de Sicile et un gros bloc Paris-Roubaix. Et puis là, bon, je me suis dit, allez, j'ai un peu de temps pour la regarder, j'aurai du temps pour la débriefer. Et puis bon, on regardera le Tour de Turquie un peu plus en décalé. Un peu plus tard dans la journée ou dans le week-end. Moi j'ai trouvé le parcours très intéressant. C'est un parcours qui est plutôt bien fait. Donc avec la côte, bien entendu, hop, j'aurais dû faire ça avant. La côte de la Molette, de la Malatte, pardon, du côté de Montfaucon. Côte pas simple. Vraiment 3 km 7 à 8,2 de moyenne, et surtout il y avait encore 1 km 6 derrière à 11,5%, donc c'était vraiment une montée très difficile, très pentue. Si on doit comparer, c'est pas simple parce que je dirais au niveau de l'approche ça ressemblait à la côte de la Redoute, parce que c'est sur une route hyper étroite, un peu comme la côte de la Redoute, où tu as une route d'un coup qui se rétrécit, c'est un peu en faux plat, et puis après tu as vraiment le mur qui est difficile, mais c'est quand même plus long, ça fait 4 km de plus. Donc voilà, un grand mur de la Redoute. Et puis bon, il y avait quand même des virages aussi, et c'était assez technique, cette montée de Montfaucon. C'était vraiment une montée très intéressante, très sympa. Le seul défaut que je reprocherais à cette course, c'est qu'il y a, je pense que dans le dernier tour, on aurait bien pu enlever sur la boucle entre les deux côtes de la Malatte, je pense qu'on aurait pu jarter 10 km. Il y a 10 km, je pense, qui n'ont pas servi à grand chose, à part à faire un petit peu de la balade, qui ont peut-être même desservi un petit peu la course. Je pense qu'on aurait dû mettre 30 km entre les deux montées, ça aurait été super. Un peu comme le mur de Huy, où entre les deux montées du mur de Huy, vous avez 30 km maintenant sur la Flèche Wallonne. Là, il y avait 45 entre les deux montées, je pense que c'était un peu beaucoup, 40-45 km, donc c'était peut-être un peu trop. Et puis dommage également la réalisation télé, qui a donné un mauvais top 10 et qui a raté l'attaque de Herrada. On a raté en fait de 700 mètres à 350 mètres de l'arrivée, on n'a pas d'image. Enfin si, on a l'image des caméras, on a l'image de la déviation pour les voitures et les motos, ce qui est un peu triste parce que c'est là où Herrada a fait la différence. Donc je peux pas trop vous parler de ce qui s'est passé au niveau d'Herrada parce que je n'ai pas les images. Ce qui fait que si vous voulez avoir le vrai top 10, regardez dans la description en bas de la vidéo, parce que vous aurez le vrai top 10 de la course, pas celui qui était indiqué et qui était donc complètement faux, indiqué sur la chaîne L'Équipe. Et puis malgré des routes très étroites sur tout le parcours, il y a eu peu de chutes. Il y a eu 2-3 chutes, mais voilà, donc ce qui montre aussi une belle organisation de ce côté-là. Pas de bilan des Bleus, vu qu'il y avait principalement des Français. Top et flop. Attaque de Marlou. Je commence avec Jesus Herrada. Très bon, Jesus aujourd'hui, le coureur de la Cofidis qui gagne cette course. Il est parti au bon moment. Là, il faut se fier aux explications de Victor Lafay. Donc Victor Lafay attaque à 900 mètres de l'arrivée, sur une rampe importante, juste avant Montfaucon, juste avant la ligne droite finale, où il sort avec Steph Kras, mais il s'aperçoit qu'il a Steph Kras, donc il se regarde un peu, et il semblerait qu'au même moment, et là on n'a plus d'image, Jesus Herrada soit sorti du peloton, et il a fait l'écart tout de suite, parce qu'il gagne avec 5 secondes d'avance sur Victor Lafay, et je peux vous dire que dans les 50 derniers mètres, bon, il n'a pas roulé à 100%. Donc très fort de la part d'Herrada, mais moi je l'aurais quand même peut-être
pas mis comme favori de la course, mais comme coureur à suivre, parce que j'aurais quand même plutôt mis Victor Lafay. Mais j'aurais quand même mis Jesus Serrada en me disant, ah bah si Victor Lafay, tout le monde le suit, il y a une deuxième carte chez Cofidis. Et c'est un peu ce qui s'est passé du côté de chez Cofidis. Et puis ça montre que Jesus Serrada, il a toujours du punch. Ça reste un bon coureur, hein, Jesus Serrada. C'est vrai que Cofidis a des très bons coureurs espagnols. Ça a un peu de spécialité depuis 10-15 ans, je dirais, chez Cofidis, d'avoir toujours des bons coureurs espagnols, notamment Izaguirre. Et puis je pense que la victoire d'Izaguirre, on l'a vu dans la manière dont a parlé Victor Lafay, notamment en interview, ça leur a donné une confiance, parce que c'est vrai que la victoire de Yann Izaguirre sur le Tour du Pays Basque a été assez incroyable. Et puis ils sont quand même sur une bonne baraka entre donc cette victoire-là, la victoire de Yann Izaguirre, Axel Zinglet également sur la route à Delhi. Ils enchaînent quand même Cofidis. Des points importants également pour le classement UCI pour Cofidis, parce que là c'est 75, 125 points UCI et 85 pour Victor Lafay, donc le doublé, ça leur rapporte 110 points, 210 points pardon, classement UCI. Hein, c'est vraiment très intéressant pour l'équipe Cofidis. Ils sont vraiment sur une belle série en ce moment, Cofidis. Au niveau de la montagne, un peu moins au niveau des sprints, hein, c'est vrai que Brandon Coquard est un peu plus en difficulté en ce moment, mais Jesus Serrada est très très bon. En plus, c'est une belle victoire pour lui, parce qu'il a dit il a eu une intersaison compliquée, il a chopé la Covid, il a été malade, donc il a eu un début de saison compliqué. Pourtant, il avait fait deuxième du contre-la-montre à Grande Camino, quand même, comme résultat, donc il y a pire, très clairement. 11e du Tour de Murcie aussi. Le Grande Camino, je l'avais pas vu, j'avais vu un résumé rapide du contre-la-montre, mais vraiment un résumé rapide. Et puis il avait fait 19e du Trofeo Serra des Tramontana, mais c'est intéressant, ça le lance pour cette deuxième partie de saison. Il fera la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, Tour du Jura également demain pour Herrada. Et puis voilà, la condition est là, la forme est là, l'équipe Cofidis va avoir une belle formation pour les classiques. Il faudra se méfier de la Cofidis, c'est peut-être pas les favoris, mais il faudra faire quand même attention à eux. Belle performance également de Victor Lafay, qui finit deuxième de la course en ayant un problème de dérailleur à 15 bornes de l'arrivée. Donc il a dû rentrer même un peu moins de 15 bornes de l'arrivée. Hein. Oui, c'était à la Chapelle, oui, à une quinzaine, on va dire, de kilomètres de l'arrivée, oui. Mais il a dû faire un effort monumental dans la descente. Et puis ensuite c'était compliqué de remonter, parce qu'encore une fois il y avait un petit passage le long du Doubs où la route était hyper étroite avant d'entamer vraiment la montée de la Malatte, et il a été très très fort pour se replacer dans les pourcentages les plus difficiles. Ensuite il arrive quand même à continuer à faire une attaque au sommet, et tout ça avec un point de côté. La forme, hein, quand même, Victor Lafay, et encore une fois, bon. Après, on me l'a dit qu'il avait dit ça en interview. C'est vrai que je regarde pas Bistro Vélo avec Guillaume Di Grazia, mais on m'a dit qu'il avait dit qu'il était plus puncher que grimpeur chez Bistro Vélo, donc ça le confirme encore aujourd'hui. Et puis, encore une fois, pour les classiques, alors je pense peut-être pas la Flèche Wallonne. Quoique là il a été bon quand même dans les pourcentages, mais la Flèche Wallonne c'est quand même un truc atypique, donc faut voir. Je sais pas s'il l'a déjà fait en plus, la Flèche Wallonne dans ces dernières années. L'année dernière il avait abandonné, et en 2020 il avait fait le 64e, mais à l'époque bon il était quand même moins fort. Donc faut voir ce que ça va donner pour lui sur cette course-là. Mais moi, sur la Liège-Bastogne-Liège, ça peut être intéressant, même si pour le moment il n'est pas prévu sur Liège-Bastogne-Liège, mais on a son calendrier que jusqu'au 20 avril, donc on va voir s'il y aura Liège-Bastogne-Liège. Mais quand tu vois qu'il y aura Guillaume Martin, donc qui reviendra de son stage en Sicilie, il faudra voir comment il est. Jesus Serrada, je ne sais pas s'il y aura Yann Izaguirre ou pas. Non, il y aura quand même une formation intéressante du côté de la Cofidis sur cette course. On poursuit avec Vuillermoz. Je l'ai trouvé très bon aujourd'hui, Vuillermoz. Pourtant, c'est un coureur qui, depuis qu'il a rejoint cette formation, j'ai un peu plus de mal.
J'ai pas noté, je dois être à -2, je pense, -4 peut-être. J'ai pas noté depuis longtemps, j'étais à -3, donc oui, je suis à -4 pour cette formation. Pour le point JR. Mais il a été très bon aujourd'hui, Villermoz. Je trouve qu'il a fait vraiment du bon travail dans le final et je trouve même qu'il aurait pu faire peut-être plus. Peut-être un petit manque de confiance parce que je pense qu'il avait les jambes pour attaquer un peu plus, Villermoz, mais qui s'est un peu trop retenu. Et il aurait peut-être dû attaquer dès le départ un peu plus fort pour tenter de faire la différence parce qu'on sait qu'il a des très bonnes qualités de puncher. Mais c'est intéressant, ça montre qu'il est qui revient. C'est vrai qu'il a connu une année 2021 catastrophique avec fracture de la hanche, clavicule. Enfin voilà, il nous en a fait voir de toutes les couleurs, mais on l'avait vu également. C'était sur la Drôme Classique où il n'avait pas été mauvais. Il a fait 4e du Grand Prix Miguel qui a bien réussi aux Français. 7e du Général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. C'est peut-être là où j'avais mis en top à ce moment-là. Donc vraiment très bon pour le moment. Et puis c'est important parce que coureur qui réfléchit un petit peu à son avenir. On va pas se mentir, Villermoz, 33 ans, c'est sa dernière année de contrat chez Total. Bah voilà, il y a des résultats qui sont intéressants depuis quelques temps. La forme revient. Alors même si sur le Tour du Pays-Bas c'est un petit peu plus compliqué. Et puis bon, c'est un résultat qui va faire du bien du côté de la Total parce qu'on était un petit peu sur une dynamique négative depuis quelques temps. Voilà, là ça va leur permettre peut-être de reprendre quelque chose de positif du côté de cette formation. Je poursuis avec Joris Delbov avant les bonnets d'âne. Pourquoi Joris Delbov? Parce que 11e, le coureur de Saint-Michel, Aubert 93, et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien placé. 14e déjà de Paris-Camembert, donc là aussi il est en forme, il y sera également sur le Tour du Jura, mais je m'attendais pas à ce que le coureur français soit aussi bien. Jeune coureur français, 21 ans, c'est sa première année complète chez les professionnels. L'année dernière, il était stagiaire. Joris Delbov, mais on est peut-être avec une petite pépite qui fait son premier grand résultat de sa carrière, donc c'est assez intéressant. 6e de la classique des Alpes juniors, c'était en 2018. 7e des championnats de France junior en 2017 et puis il y a eu des années un peu plus compliquées, on va dire, en 2019 et 2020, mais là voilà, il est pas mal, je trouve, et des bons résultats, c'est intéressant. Puis c'est intéressant également pour Saint-Michel, Aubert 93, de se montrer avec également l'échappée de Stéphane Rossetto. Donc belle journée pour Joris Delbov, un beau top 15 pour lui et 2 top 15 affilés quand même. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Ben O'Connor. 6e seulement, alors c'est pas un résultat catastrophique. Je pense quand même que Ben O'Connor, il est meilleur sur les longues montées que sur les montées comme ça, un petit peu de puncher. C'est peut-être pas forcément là où il est le plus performant. Voilà, il avait été bon à la Molina, mais c'était une montée, je crois me rappeler, un peu plus longue. C'était 8 km et demi, 10 km, je ne sais plus. Il était parti de loin en plus à la Molina. C'est dommage parce que c'était une course, on va dire, de reprise après 15 jours de pause depuis le Tour de Catalogne. On rappelle qu'il va faire le Tour d'Espagne et le Tour de France, hein. Il ne fera pas le Tour d'Italie, Ben O'Connor, mais je suis pas sûr que ces côtes punchy là soient celles qui lui correspondent le mieux. Il y avait quand même beaucoup de pourcentage. Après, chez la G2R, on a roulé très tôt, ce qui était peut-être aussi une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont pris en main la course extrêmement tôt, ce qui a permis à la Cofidis de se reposer pas mal et d'être en surnombre dans le final. Et je pense qu'ils se sont fait un petit peu avoir à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'ils ont voulu montrer qu'ils étaient forts, et puis en fait ils ont dû rouler au bout d'un moment parce que personne les aidait, et ils se sont retrouvés tout seuls à l'avant du peloton, et puis dans le final, c'est des éléments qui leur ont manqué. Donc dommage pour Ben O'Connor. Et pour AG2R, mais du côté d'AG2R, ça n'a pas été la réussite. Alors il y a Clément Champoussin qui fait 7,
Mais Paris Peintre est un peu plus loin, hein, il est 17e. Bon, il a pas mal roulé aussi, hein, Paris Peintre. Mais voilà, peut-être une petite déception de ce côté-là. Thibaut Pinot, c'est une demi-surprise. Thibaut Pinot, pas très performant, il est quand même tombé beaucoup sur le Tour de la Sarthe. Notamment dans cette chute collective, mais il était tombé avant avec Emmanuel Morin, donc il est tombé 2 fois violemment, Thibaut Pinot. Et puis, il aime pas trop les premières chaleurs, hein, Thibaut. Et là, aujourd'hui, il faisait chaud autour de Besançon. Donc, ça va peut-être pas aider également au niveau de la performance, parce qu'on l'a vu pendant toute la journée, le maillot grand ouvert. Je pense qu'il n'était pas avec des bonnes jambes. Et en plus, les conditions climatiques ne l'ont pas aidé à avoir de bonnes sensations. C'est dommage pour Thibaut. Le parcours était également aussi un peu trop punchy, je pense, pour Thibaut, mais l'objectif était pour moi de faire top 8 pour Thibaut Pinot. C'est dommage pour le coureur français qui sera la semaine prochaine sur le Tour des Alpes, qui est une course très intéressante pendant les classiques ardennaises. Donc il faudra voir comment il se comporte. Lui qui, je rappelle, veut être leader de l'équipe française sur le Tour de France, co-leader avec David Gaudu, mais un David Gaudu qui n'est pas forcément qui a un début de saison un petit peu compliqué. Le français, il est de nouveau malade, je crois. Donc c'est un peu compliqué pour David Gaudu. Et puis je termine avec Tim Wellens. Alors déjà, le changement de programme, le programme de coureur qui change à la dernière minute, c'est un peu la mauvaise idée. Mais du côté de Wellens, on part qu'à 5 en plus. On met un coureur dans l'échappée, ça montre qu'on n'est quand même pas sûr de ta condition physique. Et puis de toute manière, il a quand même enchaîné beaucoup de grandes courses là en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il a fait l'Amstel, c'était dimanche, où il a été à l'attaque. Il fait bien entendu la Flèche Brabançonne, où il a été quand même aux avant-postes jusqu'au bout. Plus là, ce tour, cette classique Grand Besançon, il a enchaîné quand même 3 classiques en très peu de temps. Une de 250 km, bon là aujourd'hui c'était 180, une de 205, la Flèche Brabançonne. C'était peut-être un peu beaucoup là en une semaine, en moins d'une semaine. Je pense qu'il a un peu payé tous ses déplacements, tous ces différences de climat aussi, tous ces temps de trajet et puis ces efforts, ils se sont payés. C'est là aussi on voit quand même que chez Lotto, la course au point va être compliquée quand même. Lotto, la situation se complique quand même au fur et à mesure des semaines. Alors là, heureusement, il y a un peu Caleb Ewan qui gagne, mais bon, ils ont gagné que 2 étapes pour le moment sur ce Tour de Turquie. Du côté de Tim Wellens, on attend que 1 ou 2 coureurs fassent les résultats pour toute l'équipe. C'est trop. On peut pas se contenter de 4-5 coureurs pour une formation World Tour pour amener des points. Et le problème, c'est que la Lotto se contente de 4-5 coureurs depuis 3 ans, 4 ans. Et au bout d'un moment, on voit les limites de ce système. Alors là, Steve Kras a été bon, Moniquet aussi. Mais bon, Tim Wellens, ça a été compliqué. Mais j'ai pas compris pourquoi on lui avait fait changer de programme, en sachant qu'il a en fait peu bossé pour également Steve Kras et Moniquet. Mais tu t'aperçois quand même que cette année, chez Lotto, t'as Caleb Ewan, Steve Kras, bon, la Moniquet, mais t'as Caleb Ewan. Et puis peut-être 2 autres coureurs, mais c'est quand même très limité. T'as Tim Wellens un peu, et c'est très limité. Voilà, c'est 3-4 coureurs qui font le résultat de l'équipe. C'est quand même un petit peu compliqué, je trouve. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!